Par contre, président. Ok, on en reparle. Excusez-moi d'avoir laissé. Merci à vous. Je vais me mettre ici. Ça va? Cool. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ah, non, oui, mais vous n'avez qu'à parler de ce que vous faites. C'est vous qui vous êtes les expertes. Donc c'est vous les experts ici. C'est vous qui gérez le quotidien. Vous le connaissez mieux que tout le monde. Oh, ça. Vous me direz ça après. Hier, hein, j'étais étonné. Voilà. Oui, mais c'est des sujets qu'on gère toute la journée. Voilà, c'est comme vous quand vous parlez de Bah voilà. vous êtes. Moi, j'étais né dans le village, là, donc du coup, dans la ruralité, en Alsace. Donc, du coup, D'accord. ah bon? Ah oui? Dans quelle société? Il travaille beaucoup pour le Canada. Pour l'instant, il avait postulé pour être prof, mais ça n'y a pas été encore. Là, c'est des stages. Il travaille beaucoup pour des toits à Paris. Et pourquoi ça se veut s'installer comme ça? Il est auto-entrepreneur. Il signe des contrats. Et puis, il se rend compte que la vieillture, il ne pas si là. Là, il est en train de faire Et président Tissier, vous arrivez, Bien. Bonjour à toutes et à tous. Ça va faire venir les retardataires. Et je voulais d'abord m'adresser à tous les courageux qui sont là, à l'heure, mesdames, messieurs les présidentes et présidents, chers collègues conseillers départementaux, ravis de vous retrouver ce matin pour évoquer un sujet essentiel, l'allongement de la durée de vie, l'autonomie, le handicap, avec un regard plus particulier sur les accueillants familiaux. On est en responsabilité au niveau des départements sur les assistants familiaux pour s'occuper des enfants placés, mais aussi dans une démarche certes moins aboutie, mais on va y revenir ce matin sur les accueillants familiaux. Alors, pour vous accueillir et pour animer cette table ronde, j'ai la chance d'être très bien accompagné et je voudrais bien évidemment remercier et saluer dans leur ordre
de placement sur les fauteuils, ce qui m'évite toute erreur majeure politique. D'abord, Monsieur Philippe Val, président du groupe de la Poste. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à vous. Geneviève Manarino, vice-présidente du Nord, devant son président, Jean-René, qui surveille que tout se passe bien et qui est là pour applaudir. Merci, merci Jean-René. Mathieu Klein, président de la Meurthe-et-Moselle, cher Mathieu. Marianne Monchamp, ancienne ministre, présidente de la CNSA. Alors bien sûr, on évoquera les accueillants familiaux, mais on laissera bien évidemment Marianne tout le champ libre pour élargir un peu sur les sujets du vieillissement qu'elle connaît par cœur, au regard de ses anciennes responsabilités de ministre, mais aussi en tant qu'engagée à la CNSA. L'occasion pour moi aussi, Marianne, de vous remercier pour la qualité du partenariat qu'on peut construire ensemble. La démarche co-construite autour du vieillissement se fait merveilleusement bien avec vous et votre équipe. Alors, devrait nous rejoindre Michel Autissier, mais il a des responsabilités d'accueil aujourd'hui et il va rejoindre bien évidemment notre équipe très, très rapidement. Je voudrais saluer ensuite les deux personnes les plus importantes de cette matinée, parce que ce sont les expertes, parce que ce sont les personnes qui connaissent la vie quotidienne d'un accueillant familial, qui peuvent mieux en parler que toute personne ici dans la salle. Donc je voudrais remercier Madame Moreau et Madame Charpentier, qu'on peut applaudir. Pour la petite histoire, elle me disait bon, quand on doit parler de notre métier autour d'une table à la maison, ça va bien. Mais on ne sait pas si devant tout ce public, on sera aussi à l'aise. Ben, soyez à l'aise, parce que de toute façon, il n'y a personne dans la salle qui connaisse aussi bien le sujet que vous. Et donc, la façon dont vous allez nous témoigner de votre expérience sera bien évidemment essentielle dans l'échange ce matin. Merci à vous. Et puis alors, vous voyez, elles sont bien encadrées, bien accompagnées par le vice-président Jacques Fleury. Merci d'être là, vice-président à l'autonomie, à la MDPH ici, et qui du coup a une belle expérience. Et je salue bien évidemment et j'accueille avec plaisir le président Autissier. Merci, cher Michel, de participer à cette rencontre. Je vois l'arrivée, bien sûr, de notre président de l'ADF, Dominique Bussereau, et je suis également très heureux d'accueillir Adrien Taquet. Monsieur le ministre, cher Adrien, merci, merci de votre présence. Je pense que c'est important, même si notre sujet ce matin, ce n'est pas les assistants familiaux, mais les accueillants familiaux. Mais votre présence sera peut-être aussi l'occasion, cher Adrien, d'évoquer et d'élargir un peu le champ de la protection de l'enfance. Alors, on a du temps devant nous, mais on a aussi beaucoup d'intervenants. Je vais essayer de gérer cette matinée pour faire en sorte que pour 11 heures, nous ayons terminé nos échanges. Quelques mots peut-être pour introduire cette rencontre. D'abord sur la situation présente en matière d'accueillants familiaux. Rappelez qu'il y avait une loi, la loi du 10 juillet 89, qui ensuite a été confortée par la loi ASV sur l'adaptation de société au vieillissement de 2015, qui a permis pour les accueillants familiaux à la fois de renforcer l'obligation de formation, qui garantit une meilleure qualité d'accueil, un référentiel d'agrément national qui garantit aussi sur l'ensemble des territoires départementaux une même approche, et l'élargissement des possibilités de rémunération. Un accueil limité en nombre, en continu, en simultané, c'est 3 personnes maximum qui peuvent être accompagnées, 8 quand ce n'est pas en simultané. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, à peu près 60-65%, ce sont des personnes en situation de handicap qui sont accueillies,
et les 35-40% sont des personnes âgées. Voilà en gros aujourd'hui la situation. Que constate-t-on? Aujourd'hui, l'outil, très intéressant parce qu'il constitue une alternative aux EHPAD, un lien, un intermédiaire entre l'accueil à domicile, et je salue tous les efforts que les départements peuvent faire pour faciliter l'adaptation du logement en lien avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, de sorte à permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Il y a en dernière phase, c'est bien sûr les EHPAD, et entre les deux, il y a cette possibilité d'accueil familial complémentaire qui peut être développée. On constate que l'outil reste assez mal connu. On parle de 18 000 places, à peu près 10 000 personnes qui, aujourd'hui, au niveau national, jouent ce rôle d'accueillant. Le statut reste précaire, même si la loi ASV a amélioré quelque peu les choses. Précaire à la fois pour la personne accueillante, parce qu'au titre du droit du travail, on constate, et vous pourrez en parler, que je dirais que le droit n'est pas suffisamment abouti. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas d'allocation de chômage pour les personnes accueillantes, ce qui n'est pas du tout acceptable en termes de statut. Manque de garantie aussi pour les personnes accueillies au niveau du suivi. C'est très variable aussi selon les départements. L'enjeu, bien évidemment, c'est à la fois garantir la personne accueillie, garantir la personne accueillante. Je pense que la personne accueillante, au regard de cette responsabilité, devrait avoir plus de temps de répit, de possibilités de congé, parce que 24 heures sur 24, être dans l'accueil de personnes fragiles, c'est un vrai sacerdoce. C'est important pour éviter la maltraitance, pour éviter des difficultés particulières, que vous puissiez, vous, personne accueillante, être mieux accompagnée, mieux suivie. Et puis pour les personnes accueillies, aujourd'hui, bien évidemment, il faut qu'on s'assure de la sécurité et de la qualité de leur accueil. Il y a des contrôles qui sont organisés par nos équipes qui vont à la fois être dans la prévention avec l'agrément qu'on va donner et ensuite, bien sûr, dans le suivi des personnes accueillantes et accueillies. On constate que malgré cette loi ASV, il y a encore des textes, des décrets qui ne sont pas sortis, alors qu'elle date de 2015, notamment sur les contrats d'accueil qui n'ont pas été mis en place. Donc on voit bien que c'est un outil qui a son sens, qui peut être utile, mais qui aujourd'hui demande encore à être conforté, amélioré et accompagné. À mes yeux, cette capacité d'accueil familial a un vrai potentiel. Ce n'est pas la panacée. Ceux qui pourraient imaginer que c'est la solution miraculeuse se tromperaient bien évidemment. Mais c'est un outil parmi d'autres qui pourrait être développé. Je ne vous cache pas que moi, dans mon département, je réfléchis à la possibilité d'adosser les personnes accueillantes à des établissements pour qu'elles soient salariées des établissements, EHPAD ou hôpitaux, de sorte qu'on se donne un vrai statut salarial et en même temps qu'on leur permette d'avoir du répit, d'être soulagés à des moments donnés, de pouvoir faire le lien comme on le fait dans le placement à domicile pour les enfants, où on adosse le placement à domicile à des établissements, ce qui fait que s'il y a le moindre souci, il peut y avoir recours à l'établissement pour protéger la personne ou pour faire face à une dégradation de sa situation de santé. Donc, je crois que ça peut être une piste qui peut être travaillée parce qu'elle protégerait la personne accueillante et la personne accueillie. On voit bien que c'est une façon d'accompagner dans du sur-mesure humain. Et ça, c'est quand même aussi exceptionnel. Les accueillantes familiales pourront témoigner tout à l'heure de leur expérience. Je sais que l'une d'entre elles était salariée d'EHPAD avant d'intégrer ce dispositif.
Donc cette expérience a été utile, mais aussi son choix. Vous pourrez tout à l'heure nous en parler et nous expliquer vos motivations. Et puis, nous sommes quand même dans la salle beaucoup de départements à fort potentiel rural. Je pense que c'est aussi des conditions d'accueil extraordinaires dans des cadres ruraux très chouettes et en même temps un potentiel d'emploi dans la ruralité sous-exploité avec des maisons qui ne demandent qu'à être modernisées, rénovées et du coup d'accueillir dans de bonne qualité des personnes. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel autour de l'accueil familial et je pense que c'est quelque chose que nous avons la possibilité de développer. Je ne vous cache pas que quand nous avons travaillé collectivement, Marianne Monchamp, avec un certain nombre de présidents de département ici présents, dans le cadre du rapport LIBO sur l'autonomie, sur le grand âge, eh bien, nous avons proposé que cette démarche puisse être renforcée, que les textes de loi puissent nous donner des possibilités d'agir plus fortement en la matière. Donc, il y a un vrai potentiel autour de cela. Je suppose que dans l'échange que nous allons avoir ce matin, ce potentiel pourra être révélé. Voilà quelques mots d'introduction. Ça a laissé un certain nombre d'entre vous le temps de vous installer, de nous rejoindre pour cette table ronde. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole d'abord à Michel Autissier, président du département, et qui pourra lui dire son analyse aujourd'hui sur les accueillants familiaux. Merci, Michel. Oui, merci à tous. Toujours aussi nombreux. Je ne vais pas refaire un discours de bienvenue, mais peut-être que tout le monde n'était pas là depuis 2 jours ou 3 jours maintenant. En tout état de cause, je suis ravi de participer pour plusieurs raisons à cette table ronde. D'abord parce qu'on en a débattu avec le ministre Adrien Taquet pendant plusieurs semaines autour de l'accueil familial pour les personnes âgées, mais aussi dans le cadre de l'ASE, où il y a beaucoup en fait de ponts communs. Je ne veux pas reprendre et paraphraser les propos de mon collègue, simplement dire que pour nous, c'est effectivement le meilleur relais au maintien à domicile. Alors, pour nous, sur le territoire et dans le milieu rural, les problématiques qui naissent, c'est surtout et avant tout le recrutement. Je pense que tout à l'heure, on a la chance d'avoir des familles d'accueil qui vont se prononcer et qui montreront la motivation de ces familles. Mais le nombre est aussi pour nous un problème. Pourquoi le nombre est-il un problème? Peut-être parce que le statut de la profession n'est pas bien défini. Peut-être aussi parce que les conditions ont changé. J'ai beaucoup aimé ta façon de parler de prise en compte sur mesure, le sur-mesure humain. Je crois que c'est la force du placement familial. C'est qu'on peut laisser ses parents, son père, sa mère, en toute sécurité, sans avoir l'angoisse de tous ces fantasmes qui traînent dans la presse sur la maltraitance qui peut exister dans les milieux collectifs. Mais le sur-mesure humain, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, oui, travaillons ensemble, parce que là encore, c'est une boucle à mettre en place. Et il n'est pas question de cloisonner, je crois qu'au contraire, il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour le personnel, comme il faut ouvrir pour les gens susceptibles d'être accueillis. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre les limites de l'accueil familial. Comme on avait le limite des MARPA ou des résidences domotisées qui ne sont pas médicalisées. Et vous savez que la limite à mettre, elle est parfois difficile, parce qu'elle dépend beaucoup du contexte médico-social environnant, de la volonté de la famille d'accueil de garder parfois les gens jusqu'au bout. Et le jusqu'au boutisme est parfois quelque chose contre lequel on doit lutter et prévenir que quand on rentre dans une famille d'accueil, on y rentre librement, on peut en sortir librement, mais que parfois, si l'aggravation de la santé le justifie, il faut que la famille
C'est souvent pas la personne qu'on accueille, mais la famille qui a placé son père, sa mère, accepte de passer le stade au-dessus. Ça fait partie des vraies questions du placement en famille d'accueil. Voilà. Je interviendrai si besoin, mais Merci Michel, mais je sais que c'est un travail d'équipe dans ton département avec ton vice-président Jacques Fleury. Monsieur le vice-président, votre analyse aujourd'hui au regard de votre engagement sur la dynamique de l'autonomie dans le territoire. Eh bien, écoutez, bonjour d'abord à toutes et tous. Nous sommes ravis d'abord de participer à cette table ronde avec un thème essentiel qu'est l'accueil familial, un thème qui fait grand débat en ce moment. Et je dirais que cette table ronde tombe à pic suite au séminaire qui a été organisé à Paris il y a quelques jours. Et le verdict, c'est vraiment de constater une fois de plus que ce statut souffre d'un défaut de reconnaissance. Et il faut dire aussi qu'on n'est pas très aidé, il faut le dire, on est là pour le dire, puisque dans le cas de la loi AVS, on a l'impression que le législateur ne s'empresse pas de régler le problème. Et je crois que le but de la table ronde, c'est d'envisager quelques solutions ou quelques pistes, en rendant hommage de suite, si vous me le permettez, à toutes ces personnes qui travaillent du matin au soir, 7 jours sur 7, pour apporter une meilleure vie à leurs accueillis. Vraiment, elles méritent un grand coup de chapeau et permettez-moi de le faire au nom de tous. Merci beaucoup, oui, on peut les applaudir. Alors du coup, je vais leur donner la parole. Madame Charpentier, oula, je sens qu'il y a une petite tension là. Une petite respiration, tout va bien se passer. Si vous permettez, donc oui. Liliane Charpentier habite un petit village qui s'appelle Aurouer-les-Bourdelins, un village de 615 habitants. Et nous avons eu la chance avec ma collègue que je salue, Annie Lallier, vice-présidente en charge des solidarités, d'aller les rencontrer pour les rassurer un peu, pour leur dire qu'elles pouvaient venir en toute amitié à cette table ronde. L'occasion pour moi aussi de saluer bien sûr les équipes qui accompagnent les accueillants familiaux dans nos services dans le département. Madame Charpentier, alors vous travaillez en EHPAD et vous avez fait le choix de devenir accueillante familiale. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Le manque de temps pour les personnes en EHPAD. Donc j'ai fait le choix de faire le même métier mais à la maison pour avoir du temps pour eux. Alors à la fois attaché au métier d'accompagnant des personnes âgées, Oui. puisque vous l'avez exercé. Pendant combien de temps en EHPAD vous étiez Je crois que ça doit être entre 7 et 10 ans en D'accord. EHPAD. Okay. Donc vous aviez du coup une très belle expérience pour ensuite passer le cap et assumer vous-même cette responsabilité d'accueillir chez vous. Est-ce que ça a demandé un investissement important d'adaptation de votre logement, de votre maison? Oui. 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 Vous avez été aidé du coup à ce moment-là? Comment les choses se sont passées? La MDPH nous a dit ce qu'il fallait qu'on fasse, on l'a fait. Donc on a eu un apport financier nous-mêmes à apporter pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et avec des normes à respecter. Des normes à respecter, ouais. Très bien. Et aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes? 2 personnes. 2 personnes. Peut-être quels sont les profils? Comment ça s'est passé avec les parents, enfin les enfants plutôt? Avec la famille, ça s'est bien passé parce que déjà, on nous interroge. Enfin, on vient nous visiter pour savoir ce qu'on en attend du métier à la maison. Et avec toutes les complications qu'il peut y avoir ou les difficultés du quotidien. Voilà, tout à fait. Donc avec une famille, notre famille, plus 2 personnes, donc qui font pas partie de la famille, mais avec le temps qui intègrent notre famille. Donc ça, c'est un bonheur total. C'est leur sourire tous les jours, c'est un bonheur total. Et se dire que le métier, voilà, il est là. À partir du moment où on a un sourire, c'est que notre métier est là.
Et oui, on est, comme disait Michel, on est sur mesure humain, on est dans la dentelle humaine. Oui, tout à fait. Et depuis combien de temps vous les accueillez, du coup? Là, je renouvelle un deuxième agrément de 5 ans, D'accord. Et ce sont des personnes handicapées ou âgées alors chez vous? avec un léger handicap et âgé. D'accord. Ok. Et alors, comment ça se passe familialement? Parce que c'est aussi une responsabilité, 24 heures sur 24. Ou comment Oui. vous avez pu être accompagné familialement dans cette démarche? Familial, au point de vue de ma famille Oui, propre, votre famille oui. propre. Oui, votre famille propre. Il y a des complicités quand même avec les personnes qui sont à la maison. Mhm. Il y a des... Ouais. Non, ils sont adaptés. J'ai une fille qui est aide-soignante, donc elle connaît le métier. Ah bah oui, ça aide. Donc voilà, donc non, ça se passe bien. Oui, elles ont accepté mon choix de métier à la maison. Ils ont accepté ce choix d'avoir des personnes en plus à la maison. Et non, ça se passe super bien. Et alors, ouais. et vous vous reposez quand? Comment vous faites pour vous reposer? Quel La répit? nuit, voilà, la nuit La quand nuit, on bon, dort. ça ouais. paraît un peu évident, mais Je- des vacances, vous avez droit aux vacances? Comment... Oui, on a droit à nos 5 semaines de congés payés, comme tout le monde. Oui, mais comme, comment ça tout se passe pendant travailleur. les vacances? Alors du coup, C'est où elles sont placées dans une autre famille d'accueil, d'accord. ou alors elles vont elles-mêmes en vacances, parce qu'elles ont droit à leurs sont 5 pas- semaines de vacances par an, comme nous, comme tout D'accord. autre. Voilà. Donc elles rejoignent leur famille à ces moments-là? Si elles en ont, oui. oui. Si elles en ont pas, elles sont dans d'autres familles d'accueil qui font le... Et comment voyez-vous l'évolution de votre profession aujourd'hui? Quelles sont les contraintes insupportables, les limites aujourd'hui au mode de fonctionnement? Quelles perspectives vous imaginez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer votre statut? Comment voyez-vous les choses? Avoir une reconnaissance un peu plus importante par rapport à notre métier, qui n'est pas toujours évident, non pas par les personnes, mais par cette prise en charge qu'on a derrière au niveau... déjà, on n'a pas le chômage, donc si jamais si jamais il y a un de nos accueillis qui décède, nous, on a une perte de salaire, donc derrière, il faudrait qu'on ait quand même Plus de garantie. Voilà, plus salariale. de garantie. Parce que quand nous, on fait ce métier, on s'investit pécuniairement à refaire notre maison pour pouvoir les accueillir dans des conditions Optimum. Voilà. Et donc, nous, on fait un apport pécunier. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, nous, il faut qu'on assure derrière, suivant si on a fait un crédit ou pas, d'assurer tout ça, quoi. Et puis, le temps qu'on nous retrouve une autre personne pour continuer notre travail, ça peut mettre du temps. Et là, vous êtes en lien du coup avec les équipes du département? Comment ça s'organise au quotidien? Est-ce que vous les rencontrez régulièrement? Oui. Oui, ça là-dessus, oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai que là, on a un problème, il y a le téléphone, il y a Bon, j'ai vu qu'à l'entrée, elles étaient aux petits soins pour vous. Hein. Oui, tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est une super bonne équipe. Aussi bien Madame Blanchard que Monsieur Fleury, que les autres qui ne sont pas là et que on va peut-être pas voir. Mais c'est vrai que c'est... Non, ils nous encadrent correctement, parfaitement. Il y a un suivi... ils sont toujours là, quoi. On a un problème, elles sont là. Tout le monde est là. Très bien. Bon, Ouais. écoutez, merci pour... ouais. merci, on peut vous applaudir. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Alors, Madame Moreau, alors vous en avez trois personnes avec des âges différents. Comment ça se passe? Bonjour à tous, j'espère que je vais gérer quand même le micro parce qu'il paraît que j'ai une voix qui porte. C'est très bien. Mais ça Parfait. aide au quotidien. Vous avez raison. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe au quotidien pour vous. Trois personnes à la maison, c'est... J'en ai 3 depuis pas très longtemps. Ah, donc, d'accord. je viens d'accueillir mon troisième. J'ai eu mon troisième agrément suite au décès de mon papa qui a vécu presque 100 ans à la maison. Ah, il faut tous qu'on vienne chez vous si on veut avoir une espérance de vie De toute façon, qualitative. c'est dans le Berry qu'on a le plus d'espérance de vie. Vous êtes au bon endroit. Michel, tu vois, t'as des beaux concitoyens. Hein. Alors moi, j'ai fait mon agrément. Mon premier agrément, je l'ai eu il y a 5 ans presque. Et c'est un choix de vie que j'ai fait avec ma famille. Parce que j'ai fait 10 ans de domicile auparavant par une association qui est donc du Cher. Et j'ai vu beaucoup de formes de maltraitance et qui me dérangeaient beaucoup dans mon quotidien. Simplement un exemple, renfermer un Alzheimer chez lui pour pas qu'il se sauve. Et c'est pour moi, ça, c'était terrible.
Alors évidemment, je me suis dit, je peux aider des gens, je ne vais pas sauver le monde, je ne vais pas aider tout le monde, mais je sais que chez moi, je peux aider 3 personnes qui manqueront de rien, de par ma bienveillance, de toute l'équipe qui est autour de nous, qui nous entoure, qui nous encourage, parce qu'à la base, je ne connaissais pas la situation de handicap. Je n'étais bornée que sur les personnes âgées, parce que pour moi, je connaissais que ces pathologies-là. Et puis, un jour, j'ai demandé mon 2e agrément. Et puis, avec toute l'équipe pluridisciplinaire donc, du département, je parle donc de la MDPH, les psychologues, les assistantes sociales, Madame Blanchard, qui délivre donc les agréments, et qui m'a donné une chance de découvrir la situation de handicap. Donc, ça fait partie, c'est vaste. Il peut y avoir les retards mentaux, il y a la trisomie 21. Souvent, ils ne sont plus accompagnés parce que malheureusement, il n'y a plus de place dans les établissements et qui sont capables de nous rendre heureux aussi parce qu'on y prend plaisir à rendre service à ces gens-là. Ils font partie de notre vie au quotidien, on sait qu'on les aide et ils restent dans la vie sociale, en famille. Je ne regrette pas de faire ça et je le continuerai toujours. Ça a été donc, comme disait ma collègue, un investissement pécunier parce que faut quand même. J'ai fait une extension de 62 mètres carrés pour accueillir 3 personnes puisque c'est le nombre légal qu'on peut avoir à la maison. Si je pouvais faire plus, je donnerais plus, mais je ne peux pas. C'est la loi. Donc on voit bien qu'il y a possibilité de peut-être encore de faire évoluer les choses sur le nombre de personnes accueillies. Ça peut mais être une 3, piste. c'est bien. Mais 3, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, surtout quand on a 6 enfants et qu'on est mamie. Et... Oh là, ah voilà. oui, parce que... Ah oui, vous avez... Donc gérer tout ce monde à la maison au quotidien, c'est pas facile. Mais une fois les enfants grandissent et puis ils s'en vont, il est vrai qu'après, ça fait un vide. Mais c'est une vocation. Je veux dire que pour faire ce métier-là, si vous n'êtes pas capable de faire de l'empathie et si vous n'êtes pas humaine, il ne faut pas faire ce métier-là. Il faut faire autre chose. Ça ne doit pas être de l'opportunisme financier, mais un vrai attachement aux personnes âgées. Là, vous avez à la fois des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Comment vous arrivez à accompagner des personnes du coup très différentes? Est-ce que pour vous c'est un problème particulier, c'est un souci particulier ou Pas du tout. Moi, je pense que le fait de vivre en groupe, c'est ça qu'ils recherchent en fait. Parce que vous savez, les gens se dégradent chez eux à domicile très vite dû à la solitude. Et là, chez moi, le fait qu'ils sont nombreux, ils sont 3, j'en ai 3. Hein. J'ai un monsieur et 2 dames. Ça va de la maladie d'Alzheimer à la trisomie 21 ou retard mental. Ils ne sont pas très âgés, hein, 55 ans et 64 ans, pour moi, c'est encore jeune. L'autre dame va faire 97 ans avec la maladie d'Alzheimer. Mais je veux dire qu'elle y prend plaisir parce qu'elle sait rendre service aussi. Parce que même si elle a perdu la mémoire instantanée, il y a des choses chez elle qui restent et elle a l'instinct d'aider aussi. Donc ça nous aide aussi, nous, en tant qu'accueillants. Parce qu'elle se rend compte qu'on a besoin, mais c'est un tout, je veux dire. Alors, tout le monde fait des efforts. Dans la vie courante, comment ça se passe? Est-ce que, je lisais récemment une note qui disait que dans les EHPAD, quand les personnes âgées participent à la réalisation du repas, elles ont une espérance de vie plus élevée que quand elles sont dans ça, je ne suis pas experte dedans. Alors, oui, je sais bien, mais est-ce que dans la journée, ils vont participer ils font des activités, ils font de la peinture. Je leur achète des moules en plâtre pour peindre. La petite mamie, elle épluche les légumes, les carottes pour faire le potage. Donc, elle est toujours dans la vie de tous les jours. Ouais, très bien. Alors, on me dit aussi que vous organisez des sorties avec d'autres accueillants familiaux. Je ne suis pas toute seule. Il faut savoir qu'en tant qu'accueillante familiale, dans le Cher, on est nombreuses. Et géographiquement, de petit village à petit village, on arrive à créer des liens avec d'autres familles d'accueil qui organisent des sorties et qui nous aident. On s'aide toutes les unes aux autres. On leur fait visiter des châteaux, le parc floral à Apremont, par exemple. On les emmène au Flunch manger une crêpe. Pub, ça paraît pas qu'une parce qu'elles sont grosses quand même. Hein. Non, j'ai dit publicité, j'ai dit pub. Non, ils restent dans la vie normale, on les emmène au restaurant. Voilà. Après, il est vrai que des fois, le regard des gens de l'extérieur, il est gênant des fois par rapport au handicap que les gens ils ont. Alors nous, on fait abstraction de tout parce que dès qu'on les voit sourire, ce qu'il y a autour d'eux, ils ne se voient même pas. Parce qu'ils ne voient que nous, même à l'extérieur.
De là l'importance qu'ils ont. Moi, je voulais simplement dire aux familles qui sont dans la salle ou partout qui vont entendre, tôt ou tard, ils seront confrontés au vieillissement de leurs parents. Moi, je dis que c'est une très belle alternative entre l'EHPAD et le domicile, parce que quand ils sont chez nous et qu'ils participent encore à beaucoup de choses et une vie de famille, ils n'ont pas l'impression de partir. Et c'est peut-être le secret qu'ils vivent si longtemps. Bravo, bravo, merci beaucoup. Superbe témoignage. Merci beaucoup. Je vois Jacques Fleury qui voudrait réagir. Oui, simplement pour vous apporter ce qu'on a vécu, parce que quand on rend visite à nos accueillants familiaux, il y a toujours des séquences émotions. Moi, je retiendrai de ces visites une seule chose, c'est quand j'ai vu tous les accueillis se pencher sur vous, mesdames, sur votre épaule, et vous dire « On t'aime, tu es tout pour nous ». Bravo, bravo, superbe. Merci beaucoup, merci. Alors, on a la championne du monde de France. Je ne sais pas si ça existe, hein, la championne du monde de France des accueillants familiaux, c'est Geneviève. Geneviève Manarino. Geneviève qui est une spécialiste de ces questions. Moi, j'ai eu le bonheur avec mes équipes d'aller d'ailleurs dans le Nord, cher Jean-René, pour justement découvrir le développement, l'action autour des accueillants familiaux. Geneviève, je crois plus de 530 accueillants familiaux dans le département. Quand on regarde dans nos différents départements, c'est très hétérogène. Il y a des gens pour qui c'était naturel, des départements où c'est naturel, à la fois par les équipes et par la volonté des élus, et ça fonctionne très bien. Dans d'autres départements où on est plus en retrait sur l'accueil familial. Geneviève, quelles étaient les conditions de la réussite de cette démarche? Vous avez aussi organisé à Lille les assises des accueillants familiaux. Qu'est-ce que tu en retires? Alors déjà, moi je trouve très intéressante cette table ronde spécifique accueil familial, parce que finalement, ce n'est pas si souvent qu'on met un coup de projecteur. Et mesdames, vraiment, je vous remercie aussi de vos témoignages. Vous dire aussi que le département du Nord est un grand département peuplé, donc le nombre d'accueillants familiaux correspond aussi au nombre de la population. Mais dans nos réflexions, on a vraiment inscrit l'accueil familial dans le parcours de la personne. On s'est dit que finalement, les réponses binaires n'étaient pas les meilleures réponses. La meilleure réponse, c'était que la personne puisse choisir. Et à partir de là, l'accueil familial chez nous existe depuis longtemps. Il était conventionné avec des associations ou des centres hospitaliers. Nous avons réintégré au sein du département l'accueil familial pour en faire vraiment un axe de politique très volontariste de réponse. On n'a pas gommé toutes les difficultés en faisant ça, mais on s'est posé les bonnes questions, en tous les cas je l'espère, de se dire comment on peut accompagner les accueillants familiaux, comment on peut valoriser un métier. Et je lisais avant de venir une enquête de l'Audace qui faisait quand même le constat qu'il y avait une baisse d'accueillants familiaux et qu'il y avait une demande aussi pour être accueillis. Donc on a des vrais sujets de réponse à donner. À partir de là, on a fait des choix politiques d'engagement. On a territorialisé, si je le dis un peu comme ça, l'accueil familial qui est suivi par les pôles autonomie dans nos directions territoriales. On a facilité la formation. On a inscrit un cahier des charges départemental aussi pour vraiment qu'il y ait les bons repères, les bonnes pratiques mises en valeur. Et puis après, moi, il me semble essentiel de se dire que l'accueil familial, ça ne doit plus être du 24-24. Dans notre pays, on sait qu'on a des vraies réponses à donner aussi aux aidants, par exemple, sur le répit. Donc, l'accueil familial peut être une solution de répit comme un accueil de jour. Donc, on facilite cette dimension-là. On facilite aussi l'accès à la formation. On parle de l'isolement de la personne âgée ou de la personne vivant avec un handicap, mais il faut que l'on puisse aussi parler de l'isolement parfois de l'accueillant, qui est un peu dans ses quatre murs, qui participe quand même à des activités, vous l'avez dit, mais on le voit, il y a cette dynamique maintenant de plus en plus ancrée, mais en même temps, c'est une profession qui doit avoir accès à la formation continue. Donc il faut organiser autour des accueillants familiaux la possibilité d'accéder à cette formation,
très pratico-pratique. On a fait le choix d'accompagner les frais de déplacement, par exemple, parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait un recul sur les inscriptions dans les formations et que quand on questionnait les accueillants familiaux, il y avait cette réalité de mobilité, de se dire, bah oui, aller à une formation à 50 km, ça a un coût, comment on s'organise. Donc on a des réponses, il me semble, dans nos départements, pratico-pratiques. Mais si on est dans cette réflexion de se dire que la population dans nos départements est vieillissante, en ruralité, souvent, les personnes âgées souhaitent rester là où elles ont toujours finalement vécu. Donc c'est aussi un vrai sujet. Il faut que l'on fasse de l'accueil familial un accueil dans le parcours de la personne. On rentre et on est accueilli dans une famille. À un moment donné, on en sortira parce que différents choix sont faits, donc ça doit être souple. Mais aussi, on peut y rester finalement jusqu'à la fin et être accompagné. Moi, j'aime beaucoup aller aussi, mais je pense que mon collègue élu l'a exprimé, aller dans ces familles, parce que franchement, on voit des cas de figure assez exceptionnels. Vous en avez témoigné, voilà, la relation affective et de bienveillance qui s'instaure, même si on a aussi de la bienveillance dans d'autres formes d'accueil. Je crois qu'on n'est pas là non plus pour dire que ça se passe très mal partout, mais vous êtes dans une famille. Et dans une famille, vous avez l'accueillant, vous avez son conjoint qui est normalement d'accord et qui participe, et puis vous avez les enfants. Et on est aussi vraiment dans une réponse de lutte contre l'isolement de la personne. Et j'ai le souvenir d'avoir rencontré une personne âgée dans une famille en ruralité et épouse décédée qui était très bien, qui n'était pas dépendant, mais sa vraie problématique, c'était je me suis retrouvée seule à la maison. Pour moi, ce n'était pas possible. Et rien que cette question-là de lutte contre l'isolement de la personne âgée, voilà. Et puis, on peut développer des tas de choses. On peut être innovant. L'accueil familial à la ferme, on a conventionné avec la Chambre d'agriculture du Nord et la MSA. Les agriculteurs, alors... oui, c'est un revenu supplémentaire. Ça ne doit pas mettre en danger... Donc c'est de la biactivité alors. Alors c'est la biactivité, voilà, qui peut être l'accueil familial, comme l'accueil des collégiens, comme l'accueil des élèves. Mais c'est extrêmement intéressant. Ce sont des locaux qui sont disponibles peut-être un peu plus. C'est un lien aussi particulier à la ferme avec ce qui se passe dans une exploitation agricole. Et donc, finalement, on se dit en ruralité, c'est une vraie réponse. Et moi, vraiment très sincèrement, j'aime bien l'exprimer comme ça. Je pense qu'avec l'accueil familial, si on s'interroge plus sur la question du statut, c'est-à-dire si on sécurise les accueillants, attention, légiférer, ça voudrait peut-être dire mettre un peu plus de rigidité, on aurait peut-être un peu moins de réponses de souplesse. Je ne suis pas forcément, il faut être prudent. Alors, juste quand même, 530 accueillants familiaux dans le département. Certes, c'est le département le plus peuplé de France, mais néanmoins, c'est énorme. Comment faites-vous? Parce qu'on le voit, on a aujourd'hui des difficultés de recrutement sur les assistants familiaux, on a des difficultés de recrutement dans les EHPAD. D'ailleurs, tous les métiers aujourd'hui du social et du médico-social, nous éprouvons des difficultés à recruter. Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, Geneviève, alors tu as parlé de formation, d'aide à la formation, d'aide aux mobilités. Qu'est-ce qui a permis l'attractivité de ces métiers dans le département du Nord? Peut-être le fait de réorganiser l'accueil familial dans notre département, c'est-à-dire de l'associer vraiment aux politiques départementales beaucoup plus, en disant aux accueillants familiaux, vous allez être accompagnés dans les territoires et vous allez être vraiment accompagnés. Donc au-delà de l'agrément, c'est un suivi. Et ça, on l'a communiqué. On a vraiment annoncé, je peux le dire là, on est entre nous, ça n'a pas été simple, et je le dis devant mon président en plus, il va se dire, mais enfin, elle ne m'avait pas prévenu. Ça n'a pas été simple. Tu as l'habitude, hein, genre... On a déconventionné avec des associations et des organismes qui fonctionnaient bien. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de sujet de se dire attention, ça ne va pas, voilà. Mais on s'est posé la question de se dire que c'était une compétence du département d'accompagner l'accueil familial. Donc à partir de là, on a une cellule, hein, une chargée de mission avec une équipe qui porte au niveau départemental cette politique-là. Et par territoire, ce sont les pôles autonomie qui sont les référents des accueillants familiaux. On a fait de la communication. Les assises de l'accueil familial dont tu as parlé ont été aussi un vrai coup de projecteur
dans notre département bien sûr, mais au niveau national. Et on a eu une journée très intéressante sur ces questions effectivement de statut. Et je remercie Marianne qui était présente à nos côtés aussi. Et on a eu des experts de l'accueil familial, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes, et on a eu aussi des accueillis qui pouvaient témoigner. Donc si vraiment on a la volonté d'inscrire l'accueil familial comme une des réponses proposées aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap, je pense qu'on est en capacité d'élargir ces réponses. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Est-ce qu'on va créer des EHPAD en plus dans nos départements ? Je ne pense pas. Est-ce que les collectivités en auront les moyens? Je ne pense pas. Est-ce que les résidences autonomie, les résidences seniors sont des réponses à tout le monde? Je ne pense pas. L'accueil familial, c'est une réponse de proximité et c'est bien là aussi l'essentiel. Donc c'est communiquer, dire que ça existe, valoriser la profession, organiser autrement, c'est-à-dire c'est plus du 24-24, c'est sûr. On peut faciliter. Ça rentre dans comment le cadre, comment vous organisez sur le département le répit, alors du coup, des accueillants? on l'organise, je vais dire classiquement, voilà, avec les remplacements. Quand il y a des congés à prendre, on a des pôles de remplacement, là aussi par territoire. Du coup, sous forme de baluchonnage, ils vont venir chez vous? Alors, ou c'est on déplace la personne? Ou soit la personne va dans une autre famille, ou une remplaçante ou un remplaçant vient dans la famille. Mais on a récemment voté une délibération qui est finalement répond à cette question-là, puisqu'on a inscrit dans le cadre deux paniers de services, dans le cadre de l'APA2 par exemple, l'accueil familial comme accueil de jour, donc avec un financement d'accueil de jour, comme on a inscrit le relayage, voilà. Donc je ne dis pas qu'on a, on a révolutionné, mais en tous les cas, on s'est posé la question de se dire c'est un véritable outil, quoi. C'est une véritable réponse à donner. Oui, donc vous avez vraiment structuré, mais j'ai pu le constater en me rendant sur place, mais vraiment structuré un accompagnement global autour de cette démarche et qui est inscrite complètement dans l'action autour de l'autonomie dans le département. Absolument, absolument. Très bien. Merci, merci Geneviève. Peut-être petite dernière question, peut-être encore à Geneviève, sur comment on peut cumuler deux activités d'agriculteur et d'accueillant familial? Alors, c'est une vraie bonne question parce que quand on a lancé, c'est avec mon collègue à la ruralité, Patrick Valois, que nous avons mené cette réflexion. Donc, on s'est dit, parce qu'on sentait qu'il fallait donner des réponses de proximité dans la ruralité. Donc on s'est dit, vous savez, les élus, on a une bonne idée, tout de suite on la communique, on dit on va faire de l'accueil familial à la ferme, on va labelliser, c'est extraordinaire, etc. Et quand on a rencontré la Chambre d'agriculture nous dit attention de ne pas mettre en péril l'exploitation agricole. Donc là, on a quand même avancé, on a vraiment fait des réunions très intéressantes. D'abord, ça a permis aussi de mieux connaître ce qu'était un accueil familial à la ferme vu des agriculteurs aussi, c'est-à-dire pas nous, département, disant bah oui, vous avez de l'espace, vous pouvez accueillir. Et puis la MSA est rentrée dans la boucle. La MSA, voilà. Et on a conventionné à 3. Et on a d'ailleurs de façon très officielle au Salon de l'Agriculture signé il y a 2 ans cette convention. Pourquoi ? Parce que la Chambre d'agriculture et la MSA connaissent très bien les agriculteurs. Et quand il y a une demande d'agrément, eux sont en capacité de savoir s'ils vont être en capacité d'avoir cette double activité. Et des agréments ont été refusés parce qu'on sentait qu'il y avait un péril aussi par rapport à cette exploitation agricole. C'était de se dire, il y a un revenu supplémentaire, etc. Et puis aussi, souvent c'est l'agricultrice qui prend un peu en charge l'accueilli, c'était de se dire l'accueilli, il faut qu'il y ait vraiment de la bienveillance, il ne faut pas le laisser là. Donc on fait vraiment un travail de fourmi, on a dans nos 3 départements, Chambre d'agriculture et MSA, vraiment des cellules qui connaissent bien. Et on va développer les maisons d'accueil familial. La même, alors en ruralité, parce qu'il y a peut-être plus d'espace, mais le même process que les maisons d'assistantes maternelles. Donc là, pareil, nous avons délibéré, donc c'est un choix politique d'accompagnement de notre département, pour se dire que des maisons d'accueillants familiaux, c'est aussi des solutions de répit. Ça peut être adossé à proximité d'un EHPAD, par exemple, pour gérer. Alors on est au début, c'est une délibération votée
voter en juillet. On va aller chercher les maires, on va leur dire, vous avez des lieux peut-être, des logements de fonction, etc. On va financer de l'investissement, modique, mais en même temps on va aider parce qu'on voit bien que c'est un problème d'aménager le logement. On met les ergothérapeutes de la MDPH dans la boucle pour l'adaptation du logement et on espère avoir des candidats là-dessus. Bravo, merci beaucoup. On a parlé de sur-mesure, de dentelle, de travail de fourmi, bien évidemment. Et c'est vrai que les corps de ferme peuvent aussi être des lieux qui peuvent accueillir en rez-de-chaussée des personnes âgées ou en situation de handicap. Monsieur Val, président, directeur général du groupe La Poste. Travail de fourmi, ça c'est nos facteurs qui font un travail de fourmi au quotidien. On a bien conscience aujourd'hui, l'expression de Geneviève en témoigne, que les moyens publics et les moyens des personnes ne suffiront pas toujours à faire face à tous les enjeux. Comment associer partenariat public, partenariat privé pour encore améliorer l'efficacité de l'action au service des personnes âgées? La confiance que nos concitoyens peuvent avoir dans leurs facteurs peut être un atout. Comment voyez-vous les choses, Monsieur le Président? Monsieur le Président, d'abord, merci beaucoup. Je veux vous dire à toutes et à tous, présidentes et présidents de conseils départementaux, que je suis d'abord très honoré d'être parmi vous. Ensuite, commencer par un clin d'œil, c'est plutôt les fourmis qui font un travail de facteur, c'est-à-dire d'être présentes partout, d'aller dans le détail, sur tout le territoire, d'être au cœur des territoires, et ça, c'est la puissance de la Poste. Depuis le début de cette table ronde, je suis impressionné par deux choses. D'abord, mesdames, par la force de votre témoignage, vraiment qui m'émeut, qui nous a tous émus, et aussi par le travail que le département fait avec vous. La deuxième chose, c'est ce que je sens depuis ma précédente intervention devant vous à Marseille, il y a 2 ans, du progrès et de la puissance des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Vous en avez la responsabilité, donc vous le savez même mieux que moi. Le défi du vieillissement de la population est un immense défi pour le pays et pour la société. Vous en avez la responsabilité. Et je vois comment ces politiques publiques progressent. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la Poste, notre groupe, les 220 000 postiers présents sur le territoire national et les 75 000 facteurs sont au service de ces politiques publiques, de vos politiques publiques. Que ce soit pour Marianne Monchamp, que ce soit pour les départements, que ce soit pour les régions, pour les communes, la Poste se vit au service de ces politiques publiques. Et depuis 2 ans, nous avons nous aussi déployé un certain nombre de solutions avec plusieurs dizaines de départements. Je voudrais donner juste 2 exemples qui montrent notre capacité à vous accompagner et aussi peut-être revenir sur 3 difficultés. Les 2 exemples, c'est ce que nous avons fait avec le département des Landes, puisque dans les Landes, nous avons créé, aux côtés du département, une société d'économie mixte pour une expérience autour d'un village Alzheimer, ce qui est une première, et c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous avons, avec plusieurs d'entre vous, mis en place aux côtés de votre offre associative, de la livraison de repas à domicile. Un enjeu immense pour le pays, le vieillissement de la population, pour en plus la première fois dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y avait 650 000 nonagénaires en 2013 en France, il y en aura plus de 1,3 million, les masses sont impressionnantes en 2030. Nous sommes au service de ces politiques publiques, et nous sommes au service des politiques que vous menez. Quelles sont les 3 difficultés? Parce que rien de tout ça n'est simple, et vous le savez bien, et pour résoudre les difficultés, il faut les nommer, sinon on n'a aucune chance d'y arriver. La première difficulté, c'est celle de la formation de notre personnel. Et je me souviens qu'un président de conseil départemental m'en avait fait la question à Marseille. Nous mettons des moyens absolument considérables dans la formation de notre personnel et nous allons continuer à le faire, car vous le voyez bien, le métier des factrices et des facteurs
est en train de changer. Nous savons que nous devons investir dans la formation. Et mieux nous investirons de la formation à vos côtés, j'en parlais à Madame Lallier ce matin, mieux ce sera fait. La formation, nous sommes conscients de la difficulté et nous avons l'intention d'y travailler avec vous. La deuxième chose, et c'est un défi pour la Poste, et je suis sûr que vous l'avez en tête, c'est d'être capable de trouver des solutions différentes dans chacun des départements. J'ai bien dit dans chacun des départements. Je n'ai pas cité par hasard le département des Landes, puisque nous avons construit quelque chose avec le département des Landes. Mais nous faisons autre chose avec le département de la Corrèze, dans la e-éducation, avec le département de l'Eure, de la Mayenne. Nous devons, et c'est une difficulté pour une très grande entreprise comme la nôtre, être capable, je reviens, Monsieur le Président, à votre formule du sur-mesure, de faire du sur-mesure département par département. Le fait, par exemple, que nous travaillons avec les départements dans le cadre des projets TIGA. Nous avons été aux côtés de beaucoup des gagnants des projets TIGA. Département par département, c'est un défi pour la Poste de trouver la bonne solution. Vraiment, la bonne solution qui est quelque chose de particulièrement complexe. Et puis, la troisième difficulté, c'est qu'il faut que nous emportions votre conviction et votre confiance. Ce que nous faisons ensemble, ce que nous démontrons avec certains départements, peut être pris par d'autres départements. C'est d'ailleurs le risque. Quand on travaille avec un département, vous allez vous interroger les uns et les autres. Comment ça se passe avec la Poste? C'est un risque que je suis prêt à prendre. La puissance de... Ce n'est pas un risque, c'est une opportunité. Évidemment, c'est pour ça que je le prends. C'est pour ça que je le prends. C'est une immense opportunité, mais ça suppose qu'on soit au niveau. Et nous sommes prêts à écouter, nous sommes prêts à adapter les choses, nous sommes prêts à résoudre ces difficultés. Rien de ce que nous faisons à vos côtés n'est simple, parce que la complexité de la situation est considérable. Ce que la Poste peut mettre à votre service, c'est tout de même une connaissance du territoire. Je rappelle qu'aujourd'hui, là, il y a 70 000 facteurs qui font des milliers de tournées sur la totalité de vos territoires et qui connaissent les territoires parce qu'ils sont de chez vous, comme vous, et aussi leur puissance de capacité humaine, leur puissance de relation humaine, la façon dont ils savent interagir avec toutes les personnes. C'est cette puissance-là que nous mettons à votre service. À nous d'être capables de vous convaincre. On a commencé, mais d'aller encore plus loin partout sur le territoire. Merci, merci Monsieur le Président. On voit bien, nous, les facteurs, ils ont la capacité à rentrer dans les maisons, de voir aussi les difficultés sociales aujourd'hui et les conditions de vie des personnes âgées. Comment on peut tirer parti encore mieux de cette richesse-là du lien qui existe entre le facteur et les habitants pour accompagner les personnes âgées, d'après vous? Alors, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a les services que nous pouvons assurer pour vous, portage de médicaments, portage de repas, visites, travail. C'est aussi une difficulté pour la Poste, j'en parle avec vous, c'est comme ça qu'on va la résoudre. Travail avec vos associations. Il ne faut pas que la Poste fasse peur aux associations. Nous nous le disions, chère madame, à l'instant, les problèmes sont tellement immenses qu'il y en aura pour tout le monde. 1,3 million de nonagénaires dans notre pays dans 10 ans. C'est une vague de population et de besoins. Et donc la Poste, alors c'est une grande entreprise, on ne va pas jouer à la toute petite entreprise, c'est une grande entreprise, mais nous devons donc apprendre à travailler avec vos associations. Il faut qu'on y arrive, il faut que les postières et les postiers y arrivent. Et il faut aussi que les associations ouvrent leurs propres chakras. Moi, je suis prêt à ce que nous ouvrions nos chakras. Voilà, il faut essayer. Très bien, ouvrons nos chakras voilà. et nous allons les ouvrir sur la Poste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, alors, moi, j'ai bien entendu le nombre de nonagénaires qui allait exploser. Nous irons tous chez Madame Moreau et chez Madame Charpentier parce qu'on sera là-bas très, très bien accueillis. Mathieu, tes réactions par rapport à ça, en Meurthe-et-Moselle, comment tu appréhendes l'accueil familial, tes réflexions?
D'abord, je voudrais moi aussi vraiment vous remercier pour votre témoignage. Je trouve que vous illustrez vraiment de très belle manière aujourd'hui ce que signifie la solidarité réellement, concrètement. Et dans une époque où nous avons tous plus tendance parfois à regarder ce qui sépare les citoyens, les individus, ce qui divise et ce qui fragmente, je trouve que rappeler que vous avez décidé de transformer vos carrières professionnelles parce que vous étiez aux premières loges de la souffrance, du mal-être, des difficultés d'accompagnement, pour essayer de donner aux personnes âgées, aux personnes handicapées, un meilleur cadre de vie et les accompagner. Je trouve que c'est vraiment un très bel exemple. Ce que je suis aussi, ce qui me frappe aussi dans votre témoignage, c'est que Madame Charpentier, vous avez travaillé en EHPAD, Madame Moreau, vous avez travaillé en service d'accompagnement à domicile, et on ne peut pas ne pas aujourd'hui d'abord ignorer le fait que travailler dans ces environnements-là aujourd'hui, oui, c'est difficile. C'est difficile parce que malgré la qualité professionnelle, malgré l'envie de, évidemment, toujours mieux faire, l'explosion démographique du vieillissement, tu l'as rappelé Frédéric tout à l'heure, confronte aujourd'hui le monde de l'accompagnement du vieillissement, de la perte d'autonomie et le handicap vieillissant qui devient une préoccupation très prégnante aujourd'hui dans nos territoires, eh bien, est confronté aujourd'hui à cette équation quasiment impossible à résoudre. Nous en avons beaucoup parlé depuis hier. Nous ne sommes pas à la bonne maille globalement aujourd'hui pour accompagner la perte d'autonomie. Nous souffrons encore d'un manque de moyens criant, nous souffrons de déséquilibres financiers entre nos territoires et du coup nous sommes en difficulté pour répondre à la bonne hauteur, alors même que des réponses existent dans nos territoires et nous le voyons. Donc il faut, je crois, vraiment changer de braquet aujourd'hui sur cette question. Il faut que nous soyons capables, et c'est aussi un message que j'adresse au gouvernement ce matin, de repenser l'accompagnement global du vieillissement de la population, de changer de regard et de faire plus confiance aux territoires, de faire plus confiance aujourd'hui à toutes ces initiatives pour leur permettre d'exister pleinement. La crise des services d'accompagnement à domicile est patente, j'ai pu l'évoquer déjà ici. Et la crise dans les EHPAD l'est tout autant. Donc nous savons que ces deux modèles-là, aujourd'hui, sont deux modèles dont il faut réinventer l'équilibre économique. Mais nous savons aussi qu'ils ne se suffisent plus à eux-mêmes. Dans la vie d'une personne, et je pense qu'il faut qu'on reparte de là, dans la vie d'une personne aujourd'hui, il peut y avoir des séquences différentes. Il y a des séquences différentes. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de rester chez soi et d'être peu accompagné. Des moments au cours desquels on va avoir besoin d'un accueil de jour. D'autres moments où il va falloir une prise en charge plus complète. Et puis après cette prise en charge plus complète, il peut y avoir un retour à une prise en charge plus souple. Bref, ces allers-retours entre l'accueil familial, entre la résidence autonomie, entre l'EHPAD, entre l'hospitalisation, entre les soins de suite, entre le maintien à domicile. Nous pouvions peut-être penser jusqu'à il y a quelques années qu'il y avait des séquences et qu'elles se succédaient les unes aux autres, toujours dans le même ordre, et que l'EHPAD était le point final pour tout le monde. Or, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et ça le sera de moins en moins demain. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que l'accueil familial trouve absolument toute sa place dans cet ensemble. Alors, il faut probablement aussi que nous observions de près le rapport culturel à l'accueil familial, parce que c'est vrai, je crois que c'est toi qui l'as dit Frédéric tout à l'heure, le département du Nord a une tradition notamment ouvrière, qui fait de ces solidarités, de ces solidarités familiales et très présentes dans le milieu rural aussi, eh bien, quasiment un mode d'organisation finalement de la société et des solidarités collectives. Et d'un département à l'autre, au-delà des politiques qui sont conduites, ou peut-être même avant bien même que ces politiques soient conduites, ces héritages-là ne sont pas les mêmes. Moi, je le vois en Meurthe-et-Moselle. Nous avons aujourd'hui, globalement, je veux dire que, pour redonner un chiffre parlant, le nombre de personnes accueillies dans le cadre de l'accueil familial correspond à peu près à 1% des bénéficiaires de l'APA à domicile. Vous avez globalement 80 personnes aujourd'hui dans mon département qui sont accueillies. Il y a 8000 bénéficiaires de l'APA à domicile. Et depuis 2 ans, nous avons décidé de faire de ce sujet un sujet de préoccupation. Donc les agréments augmentent et on voit d'ailleurs que quand on travaille sur ce sujet-là, on suscite des vocations. Et je voudrais terminer sur le plateau technique. Vous l'avez évoqué d'ailleurs
toutes et tous avec des mots différents. Un des enjeux, c'est le décloisonnement. Je l'ai évoqué sur les parcours. Un service d'accompagnement à domicile qui se vit indépendamment d'un EHPAD, qui lui-même se vit indépendamment d'un grand hôpital public et qui se vit encore plus indépendamment aujourd'hui de l'accueil familial, ça n'est plus possible. Pour avoir du répit, pour avoir du soutien technique, pour avoir un accompagnement. Moi, je pense qu'effectivement, nous devons à la fois renforcer la formation et les outils techniques. Les EHPAD peuvent être, les hôpitaux peuvent être, certaines associations peuvent être, le département peut être ce plateau technique qui permet d'ailleurs à la pluralité de ces modes d'accompagnement d'être finalement mieux professionnalisés, de mieux interagir entre eux et de permettre que finalement nous réalisions ce que nous appelons toujours de nos voeux lorsque nous parlons des politiques publiques. Et là, il faudrait le mettre en musique concrètement, plutôt que de demander aux personnes d'adapter leur parcours de vie aux méandres des institutions et aux différentes modalités d'accompagnement. Eh bien, adaptons finalement le parcours administratif au parcours de vie de la personne. Et si nous sommes capables de renforcer aujourd'hui l'accompagnement technique, de donner des moyens complémentaires et de le professionnaliser, oui, l'accompagnement familial, il va trouver toute sa place, y compris dans des départements qui ont, on va dire, culturellement une imprégnation moins forte jusqu'à aujourd'hui. On voit bien, effectivement, c'est vrai, dans la plupart des politiques sociales, oui, on peut applaudir Mathieu, c'est dans l'approche globale, c'est en facilitant la vie quotidienne de nos concitoyens qu'on peut leur donner plus de perspectives. Mais quel frein aujourd'hui tu vois au développement de l'accueil familial? Et quel frein à lever surtout? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est une question aujourd'hui, est-ce que c'est un vrai métier ou pas? Oui, c'est un vrai métier. Il faut le regarder comme un vrai métier. Ce n'est pas seulement un engagement, c'est bien sûr un engagement, et je trouve que c'est ce qui le rend particulièrement noble, mais c'est aussi un métier. Il faut une reconnaissance professionnelle. Il faut que dans le travail social aujourd'hui, eh bien, nous acceptions, et tout le monde, nous et les travailleurs sociaux, acceptent de regarder celles et ceux qui travaillent à domicile comme de véritables professionnels. Nous avons déjà cette question qui se pose pour les assistants familiaux. Parce que la place des assistants familiaux aujourd'hui, notamment celles et ceux qui accompagnent les enfants à domicile dans les services sociaux, c'est parfois compliqué. C'est compliqué parfois je dis elles parce que je devrais dire ils, mais enfin c'est très très majoritairement des femmes qui exercent ces métiers aujourd'hui, qu'elles se sentent pleinement partie prenante intégrée des équipes professionnelles dont elles sont pourtant des collègues. Donc il faut que ce regard bienveillant et professionnel soit porté sur l'ensemble de ces métiers. Il faut aussi, pour lever les freins, organiser. Moi, je suis frappé d'entendre que vous avez dû investir, parfois vous endetter sur vos deniers personnels pour finalement accomplir votre métier. À quel autre professionnel, salarié, agent public ou privé, demande-t-on de s'endetter sur ses deniers personnels pour exercer son métier? Est-ce que, quand on le regarde comme cela, il n'y a pas quelque chose là, et c'est à méditer pour nous, les départements, pour la CNSA, pour le gouvernement, et nous avons peut-être dans nos mécanismes quelque chose à réinventer pour faire en sorte que, si on le considère comme un vrai métier, on donne aux professionnels les moyens de l'exercer. Et puis après, il y a aussi, je crois, peut-être une transformation du regard sur la nature de ce qu'est la solidarité de proximité. La solidarité de proximité aujourd'hui, moi je connais vous tous et vous toutes connaissez des millions de femmes et d'hommes qui ont envie de donner du temps, qui ont envie de s'engager d'une façon ou d'une autre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que nous soyons capables, peut-être, là aussi, avec des formules souples d'accompagnement, de parrainage, d'engagement citoyen, d'amener vers ce type d'accompagnement, d'amener vers ces métiers des femmes et des hommes pour qui ça apparaîtrait encore quelque chose d'un petit peu, ou alors impossible, ou alors nébuleux. Et puis, dernier point, peut-être j'aurais dû commencer par celui-là parce que c'est finalement le plus important, et ça revient à ce que j'évoquais précédemment sur la bonne maille des moyens. Il est évident aujourd'hui que, compte tenu du contexte financier dans lequel nous évoluons tous, compte tenu de cette souvent double habilitation, double tarification, double tutelle entre les conseils départementaux et les agences régionales de santé, et compte tenu du coup de la difficulté que nous avons nous-mêmes pour boucler nos budgets, pour respecter le pacte de Cahors, à accompagner à la bonne hauteur l'augmentation des dépenses qui sont induites par la poussée démographique du vieillissement,
eh bien, il est évident que sans moyens supplémentaires, nous ne rendrons pas non plus ces métiers-là plus attractifs. Et je pense que s'il y a des choix d'investissement social à faire, eh bien là, nous y sommes. Est-ce que ce sont des dépenses de fonctionnement traditionnelles ou est-ce que soutenir le développement de la solidarité de proximité, c'est un investissement social pour le bien-être de la société qui doit être regardé comme tel? Ça, je laisse les exégètes de Bercy se pencher sur le sujet, mais je pense que c'est une préoccupation que nous devrions partager au-delà de nos rangs. Très bien, merci, bravo Mathieu pour ton expression. Marianne Monchamp, chère Marianne, en tant qu'ancienne ministre en responsabilité, présidente de la CNSA, les enjeux que nous avons évoqués ce matin, bien évidemment, chère Marianne, vous parlent au quotidien. Mathieu vient parler de valorisation des métiers du social, du médico-social et du sanitaire. C'est notre challenge à tous dans les départements qui se retrouvent en difficulté de recrutement. Moyens supplémentaires parce qu'on est dans une situation de transition effectivement démographique avec une augmentation très forte du nombre de personnes en fragilité, qu'elles soient âgées, en handicap ou aussi en précarité, ou qu'elles soient dans des situations de protection de l'enfance et de maltraitance. Par rapport à tous ces éléments, le travail aujourd'hui en cours sur les retraites et puis les contours prédéfinis dans le cadre du travail avec Dominique Liébaud sur le grand âge et l'autonomie. Comment, chère Marianne, réagissez-vous à cette situation? Quelle vision vous pouvez nous présenter aujourd'hui et comment encore, très concrètement aussi, pouvons-nous améliorer les potentiels de l'accueil familial? Merci beaucoup, cher Frédéric, de ce lancement assez large, assez substantiel. Je veux dire au président Michel Autissier que je suis très heureuse d'être dans son beau département et merci de m'accueillir dans votre assemblée pour ce temps tellement important. L'idée de cette table ronde, comme le disait tout à l'heure Geneviève Manarino, d'entrer dans notre sujet de l'avancée en âge par la question de l'accueil familial, c'est une très, très grande intuition. Parce qu'à travers les échanges que nous avons pu avoir, le témoignage des accueillantes, effectivement, dont je veux moi aussi, après Mathieu Klein, souligner la force, mais aussi tous les sujets que nous avons ensemble évoqués, c'est comme si nous étions en train de dessiner le prototype, au fond, de ce vers quoi la future réforme, celle que nous appelons de nos voeux, doit nous permettre de parvenir. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que là où hier nous avions pris l'habitude de traiter des risques en protection sociale de manière extrêmement cloisonnée, normative, avec la question de la santé, la question de la famille, la question de la vieillesse, la question des accidents du travail, nous voyons émerger un besoin qui est en effet un besoin de transversalité, un besoin de réponses qui se construisent autour de l'aspiration de la personne. Parce que convenons que nous sommes quand même dans une situation paradoxale où aujourd'hui nous pouvons souhaiter pour nos parents quelque chose que nous ne voudrions pas pour nous-mêmes. Quand on commence à se trouver dans ce type d'articulation douloureuse, c'est que les choses ne vont pas très bien. Et dès lors, cela veut dire que dans le modèle d'après, la dimension personnaliste, personnalisée, sur mesure, va revêtir une importance décisive. Et évidemment, dès lors que l'on dessine l'importance d'une réponse personnalisée, qui réponde vraiment à la question que nous pose telle personne dans telle situation, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait une famille qui puisse l'accompagner ou qu'elle se trouve seule, qu'elle soit en situation de handicap et donc en situation de personne âgée avec un handicap ou bien tout simplement dans une situation d'avancée en âge, le point d'articulation va se faire sur le territoire, au plus près d'elle, parce qu'on ne peut imaginer une réponse en protection sociale aujourd'hui qui ne passe par le territoire. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas.
La réponse à la personne se résout par le lieu où elle habite, par l'endroit où elle vit, par ce qui fait un sens et ce qui lui permet d'être elle-même. À partir de là, de cette simple manière de poser le sujet, la personne et l'endroit où elle vit, nous avons d'une certaine manière les déterminants du sens qu'il faut donner à une réforme en protection sociale pour la question de l'avancée en âge. C'est-à-dire que ne pensons pas que demain, parce que des instructions, des orientations générales tomberaient et s'abattraient sur le pauvre monde, nous apporterions les réponses nécessaires à la hauteur de la situation que nous vivons. Parce que cette situation, je veux le dire, ça a été dit par Philippe Val tout à l'heure, elle est absolument caractéristique. Le vieillissement de la population française s'accompagne d'un vieillissement qui, au fond, atteint tous nos pays européens, atteint de manière générale tout l'hémisphère nord de la planète. Quelqu'un, un jour, est arrivé à une tribune, c'était une toute jeune femme, qui, sur un ton assez péremptoire, a troublé beaucoup de ses interlocuteurs en affirmant qu'il fallait se réveiller pour la question climatique. On peut partager cette idée, on peut s'interroger sur la forme, mais moi je serais tentée de dire qu'il nous faut aujourd'hui avoir le même type de discours sur la question de l'avancée en âge. L'avancée en âge affecte tous nos équilibres sociétaux, tous nos équilibres économiques, tous nos équilibres sociaux. Regardons ce qui se passe dans une famille. Hier, les enfants héritaient de leurs parents. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants qui héritent. Aujourd'hui, à 50 ans, on a l'espérance de vie qu'on avait au XVIIe ou au XVIe siècle quand on venait de naître. Donc toute cette réalité-là, tous ces bouleversements appellent des transformations extrêmement profondes de nos pratiques et de nos engagements. C'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons capables de débattre ensemble rapidement, non seulement de la question des financements, mais également de la question de la gouvernance. Comment ça se gouverne au fond? Comment ça se pilote le développement de l'accueil familial? Geneviève Manarino nous en a fait une démonstration extrêmement éloquente, en nous montrant qu'au fond, par une vision quasi agentielle, le département, à sa place, pouvait réunir les parties prenantes et permettre l'émergence de solutions totalement personnelles, personnalisées et complètement propres au territoire. Je suis absolument persuadée que le président Troussel, qui est là, dirait que peut-être en Seine-Saint-Denis, la notion de l'accueil familial ne peut pas se mettre en scène exactement comme ce peut être le cas chez vous, Mathieu Klein, ou chez le président Coste en Corrèze, que je connais bien. Et qu'on ne peut pas prescrire une forme unique, une version imposée du développement de l'accueil familial. Pourtant, la méthode, on la comprend, on la connaît. Il s'agit de réunir les parties prenantes, il s'agit de se placer au fond, un peu à l'instar de ce qu'on fait avec la conférence des financeurs, en conférence de territoire, en conférence de parties prenantes, en agence, accompagnée par des agences qui échappent à des visions tutélaires, descendantes et normatives pour produire des réponses incarnées sur les territoires. Alors, évidemment, j'ai bien entendu dans les propos de Mathieu Klein que la question des financements n'était pas tout à fait indifférente à notre propos. Avant de se poser la question massive et en grand flux, en grand pipeline de financement de l'accompagnement de l'avancée en âge de la société française, je pense qu'il faut profondément interroger le modèle que nous visons. La réponse, nous l'avons vu, ne peut pas être de couvrir notre pays d'EHPAD, parce que quand on y travaille, on a très souvent envie d'en partir, surtout quand on a un peu d'ancienneté. Cela devient très pénible, mais également parce qu'au fond, nous savons bien que transposer une personne d'une situation personnelle dont je vis chez moi, dont je me mets à vivre en collectivité, tout simplement parce que j'ai passé 85 ans et qu'un jour je suis tombée à la maison, c'est quand même quelque chose qui est difficile à entendre, même si nous savons bien que nous avons besoin des institutions dans certaines situations. Dès lors, l'idée de raisonner par des visions extrêmement doctrinales sur la question des financements me paraît être de mauvaise pratique. Moi, je fais une différence importante entre le financement du soin, qui doit accompagner l'avancée en âge de la personne âgée,
et la question, par exemple, de l'investissement dans les infrastructures qui vont permettre d'accueillir la personne. Et en particulier sur l'aménagement du domicile, de l'accueillant familial qui va accueillir la personne. Nous, à la CNSA, nous sommes en train d'essayer d'étudier des modèles qui vont nous permettre d'obtenir de très gros leviers de financement de l'investissement. Je ne suis pas persuadée que dans le débat qui s'engage, il nous faille commettre l'erreur d'amalgamer toutes ces formes de besoins de financement. Et puis, évidemment, il va falloir trancher sur la nature de ces dépenses. Je partage ce qui a été dit à cette table ronde. Faisons la part des choses entre ce qui peut relever du fonctionnement, ce qui relèvera de l'investissement. Bref, sortons de cette impasse qui aujourd'hui fait que nos politiques sociales et de protection sociale, dans la logique de la réponse territoriale personnalisée, ont à souffrir de ce défaut, au fond, de vista et de ce défaut d'ambition par, au fond, des visions normatives, là encore, qui écrasent la capacité des acteurs à produire des réponses personnalisées. Je terminerai en disant que nous formons tous, je pense, un véritable espoir dans l'arrivée d'un texte qui réformera la politique de l'âge. Je crois qu'il faut que nous ayons véritablement la volonté de soutenir cette ambition. Ce n'est pas un sujet d'ajustement de notre système de protection sociale. C'est un sujet de puissante transformation qui doit absolument nous amener à reposer des questions de gouvernance, à reposer des questions de pilotage. Et les guerres de religion, si je peux utiliser ce terme, me paraissent de mauvaises pratiques. Ce sont des approches de nature différente. Je milite encore sur ce terme agentiel, de gré à gré, réunissant les parties prenantes qui, seules sur les territoires, peuvent permettre d'apporter des réponses de qualité à nos concitoyens qui avancent en âge. Merci, merci beaucoup. Peut-être, merci Marianne. Bien évidemment, les départements, nous ne pouvons que voir d'un œil très favorable une verticalité ascendante plutôt qu'une verticalité descendante de l'action publique. C'est à partir des réalités du terrain, avec l'expression de Mme Moreau et de Mme Charpentier, qu'on doit construire effectivement les politiques publiques adaptées aux attentes de nos concitoyens. On apprécie, je crois collectivement, je pense parler au nom des collègues, le soutien que la CNSA peut nous apporter dans la conférence des financeurs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans les financements, on se retrouve face à une difficulté. On lance beaucoup d'opérations qui ont du sens, et grâce au financement de la CNSA et de la conférence des financeurs, et puis après. Et aujourd'hui, on commence à avoir le retour d'acteurs qui ont réussi à s'engager dans des démarches qui ont du sens grâce à ces fonds initiaux. Mais quid d'après ? Comment imaginez-vous la continuité de cette action avec du coup des moyens qui étaient des moyens one-shot ? Je pense qu'il faut pérenniser ce modèle, mais il faut l'inscrire dans un cadre beaucoup plus large et beaucoup plus ambitieux. Nous avons ensemble, par des journées qui vont de nouveau se reproduire, puisque le 3 décembre prochain, nous nous retrouverons dans ce partenariat ADF-CNSA, à faire le bilan sans doute de ces conventions de nouvelle génération qui engagent un dialogue beaucoup plus innovant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large entre nous. Mais très honnêtement, si nous ne greffons pas ce modèle dans l'ambition de la loi qui vient, nous continuerons d'être trop courts. C'est la raison pour laquelle je ne vous cache pas qu'avec le Conseil, qui là-dessus s'est prononcé de manière unanime, le Conseil de la CNSA, dont vous faites partie, nous avons véritablement énormément insisté sur cette dimension-là du pilotage et de la gouvernance. Et c'est ainsi que ces modèles dont on voit qu'ils fonctionnent, mais qui sont contingents à des sujets, notamment les questions de prévention, qui sont, somme toute, assez limitées dans leur portée, pourront, en tout cas nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir de faire pour que ces choses-là se pérennisent, permettre le pilotage, le financement de manière beaucoup plus large de ce que vous-même, j'ai cru comprendre, appelez de vos voeux avec cette idée de ce bloc médico-social renforcé,
soumis au fond à un pilotage en partenariat, ce qui évite cette espèce d'effet de schisme entre les uns et les autres, cet effet de tutelle qui assèche la créativité, l'initiative locale, mais qui au contraire est là pour soutenir les développements territoriaux. Merci beaucoup, chère Marianne. Alors, le temps est contraint, mais je sais qu'il y avait quelques personnes qui souhaitaient intervenir. Marianne, vous avez évoqué le sentiment de Stéphane Troussel, comme il est dans la salle, et je le vois en face de moi. Stéphane, peux-tu réagir par rapport à l'accueil familial et la façon dont tu le vis dans ton département ? Merci Frédéric. Moi aussi, je veux d'abord remercier l'ensemble des intervenants et particulièrement vous, mesdames, pour la force de votre témoignage et d'ailleurs y compris l'intérêt qu'il y a à ce que plus d'intervenants, plus d'élus vous entendent sur votre travail. Non, simplement ce que je voulais dire, oui, historiquement, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, la question de l'accueil familial, depuis l'accueil du jeune enfant jusqu'à l'accueil des enfants en difficulté dans le cadre de la protection de l'enfance, et aujourd'hui, en dépit de notre souhait de développer l'accueil familial dans le secteur des personnes âgées ou des personnes handicapées, il est historiquement beaucoup plus faible qu'un certain nombre des témoignages que vous avez apportés les uns les autres. Et donc, nous sommes engagés dans cette démarche pour le développer, pour apporter des réponses nouvelles. Mais vous avez dit, les uns, les unes et les autres, les difficultés, finalement. Et il faut effectivement qu'à chaque territoire correspondent des politiques particulières, parce qu'il y a des points communs. La question de la reconnaissance du métier, la question des rémunérations, de la formation, parfois des questions d'adaptation des logements. Dans un département très urbain comme le mien, avec une part d'habitat collectif plus importante, eh bien, cette question de l'adaptation des logements est très importante. On l'avait déjà vu, nous, il y a quelques années, pour développer l'accueil du jeune enfant à domicile. C'était un des obstacles. C'est d'ailleurs ce qui nous a encouragés, par exemple, il y a quelques années, à soutenir la création de maisons d'assistantes familiales pour aider des assistantes familiales à se regrouper dans des locaux plus adaptés plutôt que de faire l'accueil à domicile. Donc vraiment, il y a des questions à la fois communes et différenciées en fonction des territoires qui doivent être apportées. Mais je préfère le dire, ça ne vous surprendra pas que dans la suite de Mathieu, j'attire notre attention collective sur la question des moyens. Parce que si collectivement, nous disons que nous allons, comme l'a rappelé Philippe Val, doubler le nombre de nonagénaires dans notre société, si collectivement nous disons que dans notre volonté d'avoir une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, il faudra que la société française accepte d'immobiliser dans sa richesse nationale une part bien plus importante de moyens qu'elle y consacre aujourd'hui. La question, elle est posée à tout le monde, pas seulement au département, mais aussi au département. Et je ne suis pas sûr, Mathieu, d'avoir envie de faire confiance aux exégètes de Bercy sur la volonté de qualifier ces dépenses d'investissement social, parce que je crains qu'ils aient plutôt un réflexe de comptable trouvant que nous y consacrons beaucoup trop de moyens. Et donc, je le dis, à partir du moment où les départements sont la collectivité par excellence depuis de nombreuses années des solidarités, et quand depuis 15 ans, notamment à travers les allocations individuelles de solidarité, nos territoires consacrent aux allocations individuelles de solidarité des moyens croissants, il y a une difficulté dans les relations, notamment avec l'État, pour que les départements s'engagent davantage. Et donc, moi, je le dis, nous ne réussirons pas ce défi, nous ne réussirons pas l'accompagnement de la société au vieillissement si la société française ne décide pas d'accorder finalement à la bienveillance, aux soins, à l'accompagnement, au secteur de la santé et du médico-social des moyens beaucoup plus importants que nous le faisons aujourd'hui. Très bien. Et je suis sûr que nous allons témoigner à Madame Gouraud dans quelques instants notre vigilance sur son point, parce que, disons-le, les discussions de ces dernières semaines ne sont pas très encourageantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, merci Stéphane. Marie-Louise Kuhns, vice-présidente de la Moselle. Chère Marie-Louise. Je remercie les intervenantes ce matin et surtout
excusez-moi, mais c'est 2 dames qui ont témoigné, qui sont assistantes familiales. On en recherche. Et pourquoi Accueillante. Accueillant familial, voilà. Mais pour moi, c'est la même chose. Et je ne vois pas, puisque les départements, on est capable de s'occuper de la protection de l'enfance. On est tout à fait en capacité de faire le modèle de la protection de l'enfance sur la protection du bien vieillir, de bien vieillir à domicile, de vieillir debout. Moi, je pense qu'on en est tout à fait capable. Et il y a aussi un exemple. Pendant un moment donné, ça a été très compliqué de faire comprendre les maisons d'assistantes familiales pour les enfants. Mais ça pourrait être un modèle aussi pour accueillir, ça ne serait pas de l'accueil de jour, ça serait des maisons d'assistantes familiales où on pourrait accueillir en journée des personnes en situation comme de handicap, comme en situation de vieillissement, tout en, ça sera peut-être un coût moins cher, mais c'est une réflexion que l'on pourrait avoir et que l'on pourrait apporter. Parce qu'effectivement, nous travaillons tous, et comme vous l'avez dit, madame, on a nos parents. Et nos parents, on aimerait bien s'en occuper, mais on a aussi besoin de travailler. Donc, on ne peut pas tout. Mais par contre, si à la journée, on peut être sûr de l'endroit où on va les confier, les récupérer le soir, les récupérer le week-end, je pense que ça serait mieux. Il ne faut pas rêver des ouvertures de lits. L'ARS, elle ne nous en offrira pas énormément. Il ne faut pas rêver, ça sera compliqué. Et l'EHPAD, bientôt, n'accueillera plus que des GIR 1 et GIR 2. La difficulté qu'on a dans nos EHPAD actuellement, c'est pourquoi ? Parce que du GIR 6, du GIR 5, il n'y en a presque plus. Donc forcément, le personnel est en souffrance et il faut qu'on comprenne. Donc je pense qu'il faut qu'on recherche des solutions comme on a pu trouver en protection de l'enfance. Et je pense que c'est comme ça qu'on avancera. Ça peut être un nouveau plan. C'est comme ça qu'il faut tous qu'on réussisse ensemble. Merci Marie-Louise. Et effectivement, protection de l'enfance, protection de nos aînés, du bien vieillir de nos aînés, c'est tout à fait cohérent. Et alors il existe les villas d'accueil, mais veillez à ce que ce ne soient pas des opérations financières, mais des vraies opérations d'amélioration du bien-être. Et puis je connais des accueillants familiaux qui font de l'accueil de jour aussi pour les personnes. Alors, dernier intervenant, et après ce sera la place aux visites ministérielles, Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde. Oui, juste 2 points de propos. Alors, mesdames, merci à l'ensemble des intervenants, mais mesdames particulièrement, merci à vous. Je trouve que l'exercice de vos témoignages, évidemment, est extrêmement intéressant. Je voulais indiquer que dans mon département, et Mathieu a bien évoqué la question de ces métiers qu'il faut raccrocher impérativement à la collectivité départementale. Et la difficulté, souvent que vous rencontrez, au-delà de la question du statut, c'est la question de l'isolement. Et nous avons au département mis en place des assises des assistants familiaux qui font que périodiquement, 600 des assistants familiaux sur les 800 de la Gironde viennent dans un amphithéâtre plus grand encore que celui-ci pour témoigner justement de leur vécu de manière à ce que nous puissions mieux prendre en compte la réalité de leur activité professionnelle. Et ils nous ont beaucoup exprimé ce problème d'isolement, de rupture par rapport aux autres professionnels que vous êtes et la nécessité de se rencontrer. Nous avons décidé de mettre en place, nous l'avons expérimenté et ça fonctionne bien, l'équivalent de ce que sont les relais d'assistantes maternelles et qui sont en fait des relais d'assistants familiaux. Ce qui nous permet de regrouper, on a choisi en l'occurrence une résidence autonomie qui accueille les assistants familiaux 1 fois par mois, volontairement. Ils sont une 40aine à venir dans un secteur du sud du département. Ils viennent avec les accueillis. Il y a des activités organisées pour les accueillis et parallèlement, les accueillants peuvent avoir à la fois un temps d'échange entre eux, une psychologue à proximité qui peut les aider à déposer un petit peu la charge mentale. Et je crois que ce type de pratique, vu la restitution positive que j'en ai eu des professionnels, me semble particulièrement intéressante. Donc je le glisse à titre d'idée pour éventuellement les collègues, mais en tout cas c'est une expérience chez nous qui est assez probante. Merci beaucoup Jean-Luc.